Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu technique, c'est vrai, mais qui concerne tout le monde ou presque en France dès qu'on a un papier imprimé entre les mains. Les fameuses mentions obligatoires. Oui. Flyers, dépliants, livres, les pubs. C'est parfois un vrai casse-tête de savoir ce qu'il faut absolument y mettre pour être dans les clous, quoi. Ah oui, tout à fait. On navigue un peu dans un dédale de règles, hein. Ça vient de plein de codes différents. Code du commerce, de l'environnement, de la santé publique, propriété intellectuelle. Mhm. Et même, vous le disiez, la vieille loi de 1881 sur la presse. Ouais, Donc oui, c'est facile de s'y perdre. carrément. Notre but aujourd'hui, je pense, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre un peu la logique derrière pour éviter les mauvaises surprises et les amendes surtout. C'est exactement ça. On a sous les yeux pas mal de documentation, des textes réglementaires, des conseils pratiques. Bon, ça date un peu, pour certains points, genre août 2021, mais avec des mises à jour. Ça nous donne une base, on va dire. Oui, une bonne vue d'ensemble. Ce qui est frappant, c'est que les règles, elles changent vraiment selon le type de document. C'est pas la même chose partout. Alors, comment on aborde ça? Par où on commence face à cette montagne d'infos? Peut-être par le plus simple, les obligations un peu générales, celles qu'on retrouve, disons, sur presque tous les documents, qu'ils soient distribués ou pas. Ah oui, bonne idée. Le tronc commun, quoi. Voilà. Et la première chose, c'est souvent un peu négligé, mais ce sont les droits d'auteur, surtout pour les photos. Le code de la propriété intellectuelle, il est assez clair là-dessus. Il faut créditer le photographe, ou la banque d'images, bien sûr. D'accord. Et si on trouve pas l'info, on voit souvent DR, droit réservé. Ça passe toujours? Alors, c'est une pratique, oui, quand on sait vraiment pas qui est l'auteur, mais attention, hein, ça n'exonère pas de tout. Aujourd'hui, avec une recherche et d'images inversées, on retrouve souvent la source assez vite. Ah oui, c'est vrai. Donc, prudence. Et puis, autre point important, si on retouche une photo, mais vraiment de manière significative, là, il faut ajouter la mention photo retouchée. C'est une question de transparence, en fait. Logique. Transparence aussi, j'imagine, pour tout ce qui est message sanitaire. Quand on fait une pub pour de l'alcool ou pour de la nourriture un peu, industrielle. Exactement. Là, c'est le Code de la santé publique qui prend le relais. Pour l'alcool, tout le monde connaît la phrase, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, c'est incontournable. Mhm. Et la loi est même très stricte sur le reste du message publicitaire pour l'alcool. Et pour les aliments, disons, manufacturés ou les boissons sucrées, on doit voir les bandeaux type mangerbouger.fr ou alors Oui, les fameux pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour. voilà, ou pratiquer une activité physique régulière, etc. L'idée, c'est de, comment dire, contrebalancer un peu le message promotionnel par une incitation à des comportements plus sains. D'accord. Et une autre obligation qu'on voit partout, c'est le nom de l'imprimeur. Ça vient d'où exactement? Ça a l'air vieux comme truc. Ah oui, ça nous ramène loin, hein. C'est la loi sur la liberté de la presse de 1881. Ah oui, quand même, hein. Oui. Il faut indiquer le nom et le domicile, l'adresse, quoi, de l'imprimeur. Et l'oubli, attention, Ça coûte cher. ça peut coûter cher. 3 750 € d'amende. Waouh. 750 € juste pour ça. C'est énorme. Mais il n'y a pas des exceptions pour des petits trucs? Si, heureusement. Pour ce qu'on appelle les travaux de ville. C'est-à-dire? En gros, les impressions très personnelles ou professionnelles, mais simples, comme les cartes de visite, les faire-part, les têtes de lettres, voilà, ce genre de choses. D'accord. Et si on imprime soi-même, mettons une entreprise qui a sa propre imprimante? Alors dans ce cas, la mention, c'est juste imprimé par nos soins, c'est simple. Ok. Et puis, il y a aussi quelques mentions spécifiques liées au statut de l'entreprise. Par exemple, si elle est en location-gérance ou si elle bénéficie d'un contrat d'appui par une couveuse d'entreprise, par exemple, eh bien, il faut le préciser aussi. Ça renseigne sur qui est vraiment derrière, juridiquement. D'accord, c'est clair. Bon, après ces règles assez générales, on pourrait peut-être passer aux documents qu'on croise vraiment tous les jours, ceux qu'on nous donne dans la rue ou qu'on trouve dans les boîtes aux lettres. Les flyers, les dépliants. Là, j'imagine que c'est le code du commerce qui intervient. Tout à fait. Pour une entreprise commerciale, là, la transparence est vraiment de mise. Il faut pouvoir identifier clairement qui communique. Donc il faut quoi exactement? Alors, U, la dénomination sociale, c'est-à-dire le nom officiel de l'entreprise. Sa forme juridique, SARL, SAS, URL, etc. L'adresse du siège social, bien sûr. Le montant du capital social. Ah oui, même ça. Oui. Et la mention RCS, pour Registre du commerce et des sociétés, suivie de la ville où l'entreprise est immatriculée. Et enfin, le numéro SIREN ou SIRET,
Oula, ça fait beaucoup d'informations à caser sur un petit bout de papier, non? Un flyer, c'est pas grand. Oui, c'est vrai, mais l'idée, c'est de permettre à n'importe qui, un client potentiel, un concurrent, un partenaire, de vérifier que l'entreprise existe bien légalement et de savoir précisément à qui on a affaire. Et si on oublie? L'amende peut aller jusqu'à 750 euros. C'est pas négligeable, surtout pour une petite structure qui fait des flyers. D'accord. Et autre question, si on met un slogan en anglais sur le flyer, genre Best Prices in Town, Ah, attention là. Là, c'est la loi Toubon, de 1994. Elle impose l'usage du français. donc interdit l'anglais. Pas forcément interdit, mais si on utilise des termes étrangers, il faut en principe proposer une traduction française. C'est une loi qui vise à protéger la langue française dans l'espace public, commercial, etc. Et l'amende, si on le fait pas? Pareil, 750 euros potentiellement. D'accord. Bon, et l'environnement dans tout ça? On voit de plus en plus de logos, de mentions. Oui, et c'est une bonne chose. Le code de l'environnement a son mot à dire. Déjà, la mention de base, ne pas jeter sur la voie publique, obligatoire. Et l'amende si on oublie? Toujours 750? Exactement, 750 euros. Et puis, pour aider au tri, il y a les logos. Depuis 2015, on avait déjà le logo recyclage pour identifier les produits recyclables. Hmm. Et plus récemment, depuis mars 2023, c'est devenu plus précis. Il faut le logo Triman, le petit bonhomme qui trie là si le support fait plus de 10 cm², ou alors l'info tri, qui est plus détaillé si ça fait plus de 20 cm². L'idée, c'est vraiment de guider le geste de tri. Et le logo Citeo, celui avec le point vert, il est obligatoire lui aussi? Je le vois souvent. Alors attention, le point vert, il ne veut pas dire recyclable. Il indique que l'entreprise qui a mis le produit sur le marché participe financièrement au système de collecte et de tri géré par Citeo. Ah, d'accord. Donc son apposition est liée à cette contribution financière. Et ça concerne surtout les entreprises qui mettent beaucoup de papier sur le marché, genre plus de 5 tonnes par an. Donc non, pas forcément obligatoire pour tout le monde. Ok. Et le papier lui-même? Il y a des règles sur le type de papier à utiliser? Absolument. Depuis janvier 2023, la règle est assez claire. Les prospectus publicitaires, les catalogues commerciaux, tout ça doit être imprimé sur du papier recyclé ou alors issu de forêts gérées durablement. C'est pour ça qu'on voit les logos PFC, FC. Voilà, exactement. Ce sont les certifications les plus connues. Mais attention, il y a une petite subtilité qui ressortait des infos qu'on a. Il semblerait qu'il y ait eu, ou qu'il y a encore peut-être, un système de quotas. Des quotas, c'est-à-dire? Mais en gros, les fabricants de papier vendaient un certain volume global de papier dit certifié, qui correspondait à leur suivi administratif, mais sans que ça garantisse que chaque feuille individuelle que tu tiens en main soit physiquement issue de cette filière certifiée. Ah, d'accord. Donc c'était plus une compensation globale qu'une traçabilité feuille à feuille. C'est un peu ça l'idée. Apparemment, les processus de certification PEFC et FSC seraient en train d'évoluer pour être plus stricts là-dessus. Donc c'est un point à surveiller. Très intéressant ce point sur les quotas. Bon, il y a aussi des mentions qu'on voit parfois, genre le code AP de l'entreprise ou le numéro de TVA intracommunautaire. C'est obligatoire ça aussi sur un flyer? C'est utile, oui, surtout pour les relations interentreprises. Mais sur un simple prospectus publicitaire destiné au grand public, leur absence n'est pas systématiquement sanctionnée, disons. C'est moins critique que les mentions RCS ou l'imprimeur. D'accord. Bon, on a pas mal couvert les documents courants, plutôt éphémères. Mais quid d'un objet qui est fait pour durer, comme un livre? J'imagine que les règles sont différentes, peut-être plus strictes? Oui, tout à fait. Le livre, c'est un cas particulier avec son propre lot de mentions obligatoires. Elles sont assez nombreuses. Ah oui, hein. Comme quoi, par exemple? Alors, il faut le nom et l'adresse de l'éditeur, et de nouveau le nom et l'adresse de l'imprimeur, la date du dépôt légal, ça c'est une procédure administrative d'enregistrement, il faut mettre le mois et l'année, la date d'achèvement du tirage aussi, le prix de vente bien sûr, en euros, et puis le fameux numéro ISBN. L'ISBN, oui, ce code barre qu'on voit partout. C'est l'identifiant unique international du livre, indispensable. Et tout ça, on le trouve où, concrètement, dans un livre? C'est un peu caché parfois. En général, c'est regroupé, souvent sur la dernière page imprimée, ou alors sur la page qui précède la page de titre, ce qu'on appelle la page de garde ou la fausse page de titre. D'accord. L'ISBN, lui, a des emplacements bien précis. On doit le trouver au verso de la page de titre, en bas de la 4e de couverture, c'est le dos du livre, et aussi en bas de la jaquette, si on en a une. Le prix, lui, c'est obligatoirement sur la 4e de couverture. C'est très, très codifié. C'est précis, ça, hein. Et pour les livres pour enfants,
Il y a des choses en plus? Oui, il y a une mention spécifique et obligatoire pour les publications destinées à la jeunesse. Il faut indiquer loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Ah oui, c'est long. Oui. Et il faut ajouter le mois et l'année du dépôt légal. Et tout ça doit être bien visible en caractères gras sur la première ou la dernière page. C'est une loi historique qui visait à protéger les jeunes lecteurs de certains contenus. D'accord. Et est-ce que certaines professions ont leurs propres règles spécifiques pour leurs imprimés? Je pense aux professions réglementées. Tout à fait. Les sources mentionnent l'exemple des avocats. Comme d'autres professions réglementées, ils ont le droit de faire de la publicité maintenant, mais c'est très encadré par leur déontologie, par leur ordre professionnel. Et ça implique quoi pour un avocat qui fait un dépliant, par exemple? Mais, par exemple, il doit obligatoirement mentionner le barreau auquel il appartient. Il ne peut pas faire référence à des activités qui n'ont rien à voir avec sa profession. Et surtout, point très important, il doit soumettre ses documents publicitaires à l'approbation de son ordre avant de les diffuser. C'est une sorte de contrôle préalable pour garantir l'éthique. D'accord. Une garantie de sérieux, quoi. C'est ça. On a beaucoup parlé de la création du document, des mentions à y mettre, mais et la distribution elle-même, le fameux street marketing, donner des flyers dans la rue, tout ça, c'est réglementé aussi, j'imagine. Ah ouais, et de plus en plus. C'est une technique qui reste efficace pour toucher les gens directement en proximité, mais le cadre juridique est devenu assez strict, notamment renforcé par la loi anti-gaspillage de 2020. Et les amendes, elles sont comment? Elles peuvent monter assez vite, 1 500 € et même 3 000 € en cas de récidive. Donc faut faire attention. Ouch. Quelles sont les grandes interdictions à connaître alors pour la distribution? Alors la plus connue, c'est pour les boîtes aux lettres. Interdiction absolue de déposer de la publicité si la personne a mis un autocollant Stop Pub. Ça, on le sait, mais l'amende est vraiment de 1 500 €, hein. Oui, depuis janvier 2021, c'est bien 1 500 € par infraction constatée. Ça peut aller très vite. La seule chose qui passe encore, c'est la publicité adressée nominativement sous enveloppe avec un nom et une adresse précise. D'accord. Et sur les voitures? Les flyers sous l'essuie-glace? Fini aussi, c'est interdit depuis janvier 2021 également. Et autre interdiction, distribuer des tracts aux conducteurs qui sont arrêtés dans la circulation à un feu rouge, par exemple. Ça, c'est le code de la route qui l'interdit. Logique pour la sécurité. Et la distribution de la main à la main, sur le trottoir? Alors là, en principe, c'est autorisé sans déclaration préalable, sauf si le maire de la commune a pris un arrêté municipal spécifique pour l'interdire ou pour la soumettre à une autorisation. Pourquoi le maire ferait ça? Par exemple, s'il estime qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ou que ça gêne trop la circulation des piétons ou encore pour des raisons de propreté. C'est interdit aussi d'office les jours de scrutin, les jours d'élection. Mhm. Et puis bon, la loi ne le dit pas explicitement comme ça, mais c'est une question de bon sens et de responsabilité. Quand on organise une distribution, il faut aussi prévoir de ramasser les tracts qui pourraient être jetés par terre juste après. Oui, pour éviter de salir la ville, logique. Pour finir, est-ce qu'il y a encore quelques points de vigilance majeurs, des trucs à ne vraiment pas oublier? Oui, je dirais 3 points vraiment cruciaux qui ressortent. Premièrement, on en a parlé au début, mais j'insiste, les droits des images utilisées, c'est fondamental. Il faut être sûr d'avoir obtenu les droits ou, à minima, de bien créditer la source photo. Les litiges coûtent cher. D'accord. Deuxième point? Un détail technique, mais qui a son importance, l'impression en noir sur fond blanc. En principe, c'est réservé aux communications de l'administration publique. Ah bon? Pourquoi? Pour éviter toute confusion avec des documents officiels, des avis administratifs, etc. Donc, mieux vaut utiliser de la couleur ou un fond coloré si on est une entreprise privée. Astucieux. Et le troisième point? Alors là, c'est très grave, potentiellement. Il ne faut jamais, au grand jamais, créer une représentation de billets de banque ou de pièces de monnaie qui pourrait même de loin être confondue avec de la vraie monnaie. Ah oui, même pour une illustration un peu fun. Oui, le code pénal est extrêmement sévère là-dessus. C'est assimilé à de la contrefaçon ou à la fabrication de fausses monnaies. Les sanctions sont, enfin, c'est des centaines de milliers d'euros d'amende et des peines de prison. Faut vraiment pas jouer avec ça. D'accord, message reçu. Donc si on résume tout ça, créer et distribuer un simple imprimé en France, même un petit flyer, ça demande une vigilance de tous les instants sur plein de détails légaux. C'est ça, c'est un véritable parcours réglementaire en fait. Ça touche à la fois à la protection du consommateur, au respect de l'environnement, à la transparence commerciale, aux droits d'auteur et même à l'ordre public avec la distribution. Et oublier un détail peut coûter cher, on l'a vu. Exactement. L'addition des oublis ou des erreurs peut vite devenir salée pour une entreprise. Absolument.
Et toute cette complexité, au fond, elle montre bien cette tension constante, non? Entre d'un côté la liberté de communiquer, d'entreprendre, et de l'autre la nécessité de protéger le public, l'environnement ou certains principes éthiques. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, je trouve. Laquelle? À l'heure où une énorme partie de la communication bascule sur le numérique, on peut se demander comment toutes ces règles, qui ont été pensées à l'origine pour le papier, pour l'imprimer, comment elles vont évoluer ou se transposer. C'est vrai. Est-ce qu'on demande les mêmes mentions sur un site web, sur une pub Facebook, sur une appli? Justement, les principes de base, la transparence de l'émetteur, la responsabilité, la protection des données perso, le respect des droits d'auteur, ils restent tout à fait valables, évidemment. Mais leur application technique sur des supports numériques qui sont dynamiques, internationaux parfois, ça pose de nouveaux défis. C'est un chantier réglementaire qui est loin d'être terminé, je pense. Une réflexion très pertinente pour conclure, en effet. En attendant ces évolutions, que l'on soit créateur de contenu, imprimé ou simple citoyen qui reçoit ces documents, avoir conscience de toutes ces règles, ça permet de mieux décrypter les informations qu'on nous donne, ou parfois celles qui manquent. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration un peu dense mais utile des mentions obligatoires.